Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021, la Sénat enregistre toujours les retraits de formulaires nominatifs de parrainage. Plusieurs députés et maires y étaient ce matin. Vous entendrez quelques-uns dans ce 20h. Nous allons également visiter dans ce journal le boulevard de la Marina, cette infrastructure routière qui séduit par son envergure. Et puis au Mali, la transition est sur le bon chemin selon la mission de la CEDEAO en visite dans le pays. En France, les recherches pour retrouver Diarisso, la jeune Sénégalaise disparue, sont toujours en cours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Présidentielle 2021, plusieurs députés et maires étaient ce matin à la Sénat pour le retrait de leur formulaire nominatif de parrainage. Entre sentiments de fierté et actes civiques, ils nous livrent leurs impressions par rapport à cette réforme politique. Ils sont au micro de William Aguiar, Rebecca Kendianhoundé et Calvador Arwano. C'est une responsabilité énorme qui pèse sur chacun des députés et des maires pour donner le parrainage à un candidat de notre choix. Nous n'avons pas, nous, élus du peuple, à donner nos parrainages en échange de quoi que ce soit. C'est des parrainages que nous allons donner sur la base d'un projet de société des candidats. Donc, pour l'instant, j'ai le parrainage, mais aucun candidat n'est encore déclaré. Donc, j'attends de voir qui sont, ou bien qui seront plutôt ces candidats-là à la prochaine élection. Et en vue de leur programme de société ou leur projet de société, je donnerai simplement. Je n'ai même pas besoin qu'un candidat s'approche de moi. Je n'en veux même pas. Je viens, je prends, je donne. Je l'ai reçu gratuitement. Moi-même, je donnerai gratuitement. Ce que nous venons de faire, c'est un acte républicain qui va nous permettre de parrainer les candidats. Et sachez que nous pouvons parrainer celui que nous voulons. Ce n'est pas d'aller parrainer, on nous indique d'aller parrainer. Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. On nous a dit d'aller prendre et parrainer qui nous voulons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas d'obstacle pour les candidats. Ça fait des années, des siècles où les pays que nous avons l'habitude de tricher ou bien de copier. Je veux parler des grandes démocraties comme les États-Unis et la France ont déjà pour coutume le parrainage. Mais c'est en 2021 que le Bénin, mon pays, a commencé à le faire. Donc c'est une fierté pour d'abord l'État démocratique dans lequel nous sommes. Je voudrais féliciter la Sénat pour ce dispositif. L'accueil a été chaleureux et on a parcouru 3 à 4 étapes
Et au finish, nous avons le parrainage. Et je voudrais inviter tous les acteurs politiques que le Bénin vient de faire un pas. Un pas dans ce sens que c'est pour la première fois que nous allons expérimenter le parrainage. Et en tant que député, je rassure aux candidats que nous sommes là, nous sommes prêts, les papiers sont avec nous. C'est délibérément et avec joie que nous allons leur signer leur parrainage. Donc le moment venu, nous sommes là, nous les invitons. C'est un libre parrainage parce que chacun doit s'appuyer sur ses raisons propres pour parrainer qui il veut. Aujourd'hui, c'est avec bonheur que je suis venu retirer mon formulaire de parrainage pour participer à l'expérimentation de ce dispositif que nous avons mis dans notre code électoral qui suscite moult polémiques. Pour moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de polémique, pourtant que nous savons que cela a été un choix de la classe politique. Et tous ceux qui font polémique aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'ils étaient depuis que nous avions voté cette loi. Ils n'ont pas parlé, puis ils ont attendu quelques mois des élections, 3 mois, pour se réveiller. Je dis que c'est tard. Nous allons l'expérimenter. Et pour tous ceux qui ont peur que ce sera un instrument d'exclusion, moi je les rassure. Moi je suis d'un parti politique, l'Union progressiste. Mon parti politique, le 16 janvier prochain, va se prononcer, révéler son candidat. Son candidat n'aura besoin que de 16 formulaires de parrainage. Nous sommes 45 députés. Alors, on n'aura pas besoin de prendre tous les 45. On aura besoin de quelques formulaires parce que d'autres partis politiques soutiendront aussi ce candidat. Donc, le reste des formulaires, on va en faire quoi? On va les offrir à tous ceux qui sont candidats, des candidats crédibles. Quand je dis crédible, c'est avec la réforme du système partisan que nous avons eu à faire. L'objectif, c'est de remettre les partis politiques en selle, redonner le pouvoir aux partis politiques pour que des loups solitaires ne parviennent plus à la tête de notre État. Pour que quiconque va devenir président de la République du Bénin ait derrière lui une organisation solide. Le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition, a vu le jour ce mercredi à Cotonou. Face à la presse, les responsables de ce front ont dévoilé les actions à mener pour animer la vie politique béninoise. La cérémonie de présentation des membres de ce front a eu lieu au siège du Parti Les Démocrates à Cotonou. Je vous propose d'écouter Eric Hondete, membre de ce regroupement, au micro de Gilles Donceau. Vous êtes nombreux, nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, à souhaiter qu'enfin cette opposition soit unie pour que les objectifs soient réalisés. Il n'y a pas d'unanimisme dans le monde, c'est vrai. Nous le savons. Mais nous devons tendre vers cela, parce que c'est un désir populaire. Ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, nous l'espérons, viendront progressivement. Ceux qui font les pas pour nous rejoindre, faire les formalités pour nous rejoindre, nous les recevrons très rapidement dès ce soir. Mais il fallait que la cérémonie se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais particulièrement saluer les responsables des différentes formations qui animent la vie politique de notre pays. Je voudrais vous dire merci. Mais en plus, merci pour le cheminement que nous avons fait ensemble pour mettre en place le front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition. Ce jour, nous venons vous présenter, chers compatriotes, chers amis de la presse, le front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition. Ce front qui déroulera très rapidement, à partir d'aujourd'hui même, son programme, son plan d'action.
Une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans et une amende de plusieurs millions de francs CFA, c'est l'une des sanctions prévues par les dispositions de la loi portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. La loi a été votée au Parlement. Guillaume Avieno. Après les débats généraux en plénière de la semaine dernière, les députés ont adopté ce mardi à l'hémicycle, et cela à l'unanimité, la loi portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Une loi qualifiée de majeure destinée à encadrer et à réguler le secteur pharmaceutique, se réjouit le gouvernement, initiateur du texte de loi. Le document renforce la disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments et autres produits de santé. Cette loi rehausse également le niveau de l'assainissement du sous-secteur pharmaceutique, la traçabilité du système d'approvisionnement des produits de santé, la qualité des produits pharmaceutiques mis à la consommation au Bénin et enfin l'amélioration des soins de santé. Au total, cette nouvelle loi sur l'organisation des activités pharmaceutiques apporte une cohérence à l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire relatif à la pharmacie et aux médicaments, conforte le Bénin dans le respect de ses engagements internationaux exprimés à travers la Convention Médicrime, instrument de droit pénal international de lutte contre le trafic des médicaments frelatés que notre pays avait signé et ratifié, permet enfin de renforcer la crédibilité de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale, régionale et sous-régionale au regard des nouvelles exigences en matière de régulation des produits de santé. Des exigences qui ont amené le législateur à bâtir l'architecture du présent texte autour d'une demi-dizaine de lois existantes. Le législateur a surtout voulu avoir la main lourde sur la question des sanctions. Pratiquement tous les articles qui sont concernés ou qui sont querellés dans le projet de loi ont été acceptés, mis à part l'article 91 où il est retenu que le contenu de cet article soit modifié de manière à porter le plafond de la peine d'emprisonnement ferme à 5 ans. Ainsi donc, pour des manquements à certaines dispositions de la présente loi, le contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans et peut se voir infliger des amendes à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Des lits médicaux, des tables et des cache-nez, c'est le don d'une ONG allemande au député Rachidi Gbadamassi et le fruit d'un partenariat de vieille date. L'élu de la 8e circonscription électorale est au micro de Doris Nathalie Olabi et de Canel Capo. C'est devenu une tradition. Et par le passé, nous avons déjà reçu les équipements médico-sanitaires d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA que nous avons distribué au CHD, au centre de santé communal de Perere, de Ndali, de Tchaourou. Donc, je suis venu ici réceptionner et montrer à mes partenaires qu'effectivement, ces équipements-là sont déjà à Parakou. Et dans les jours à venir, nous allons recevoir également les échographes et plus de 200 lits et tables que nous allons repartir également à travers le pays, à travers la 8e circonscription électorale. Mais ces équipements que vous voyez sont destinés au centre hospitalier départemental du Boagou et de l'Albouri. Parce que c'est des équipements modernes et qu'on ne peut pas utiliser si ce n'est pas au CHD. C'est des lits complètement électroniques. En dehors de ça, vous avez vu les cache-nez. C'est très important au moment où cette pandémie fait très mal à travers le monde et à travers le Bénin. Nous avons estimé qu'il faut être proche vraiment de nos populations en leur donnant ces masques-là. Donc, c'est le lieu de remercier, premièrement, le ministre en charge de la Santé, le professeur Benjamin Ompati. Parce que, pourquoi le remercier? Et remercier le gouvernement. Et chaque fois que nous recevons ces équipements médico-sanitaires, il faut l'autorisation
l'aval de l'autorité sanitaire. Parce que c'est eux qui doivent certifier la qualité des équipements que nous recevons. Je remercie également le ministre Adambi parce que c'est vrai, il s'est véritablement impliqué pour le convoi. Et tout ce qui est la prise en charge du transport, il s'est vraiment impliqué. Donc je remercie également les partenaires au-delà qui me font confiance. Parce qu'aujourd'hui, remettre ces équipements médico-sanitaires d'une valeur de plus de 100 millions, il faut vraiment une confiance. Et nous remercions le directeur du CHD et le directeur départemental de la santé. Donc une fois encore, j'invite les autres partenaires à joindre pas aux partenaires au-delà et qui ont déjà investi plus de 250 millions de francs CFA d'équipements médico-sanitaires. C'est très important pour le bonheur des populations. Parce qu'il n'y a pas de développement sans une population en bonne santé. Et c'est pour ça que nous faisons de l'éducation, de la santé, notre priorité. Rachidi Gbadamassi était également à l'école primaire publique Tibona pour s'imprégner des difficultés rencontrées par les usagers de cet établissement. Il en a profité pour faire des dons. Doris Nathalie Olabi, Canel Capot. Le député Rachidi Gbadamassi, toujours à l'écoute du monde éducatif. École primaire publique Tibona, l'élu de la 8e circonscription électorale s'imprègne des difficultés et des conditions de travail dans ce lieu de savoir. Les conditions de travail de certains apprenants ne sont pas du tout reluisantes. Absence d'abri, c'est-à-dire de salles de classe. Manque criard de tables-bancs. Les bâtiments érigés, grâce à l'effort des parents d'élèves, ne répondent pas aux normes requises. L'école Tibona B est créée en 2010. Elle dispose jusqu'à ce jour un module de 3 classes et 93 tables et bancs pour un effectif de 414 élèves. Les enseignants sont obligés de nous installer à 5 voies, 6 élèves sur un banc réservé à 2 personnes. Certains sont assis à même le sol au CE1B. Cher papa, l'école ne dispose pas aussi d'un point d'eau. L'aération ne s'est pas fait attendre. Je prends l'engagement dans les semaines à venir de livrer 114 tables et bancs. Et je prends aussi l'engagement par rapport au cimentage. En tout cas, nous allons demander quelque chose d'ici la semaine prochaine. Maintenant, en ce qui concerne l'eau, je verrai techniquement s'il faut doter les PP du forage ou l'eau de Sodem. Des promesses que le député entend honorer avec l'appui de ses partenaires et le soutien des autorités au plus haut niveau. Nous allons mettre en place notre réseau pour être le porte-parole de l'EPP Tibona. J'ai pris l'engagement de faire un lobby auprès du gouvernement, auprès de la mairie, auprès des opérateurs économiques. Parce que ça ne sera pas honnête de vous dire que seul j'ai la solution. Mais ce que nous avons fait aujourd'hui, j'invite nos opérateurs économiques, nos frères et sœurs, chacun a joué sa partition. Rachidi Gbadamassi profite de l'occasion pour faire don de cache-nez, de solutions hydroalcooliques et de ballons aux apprenants et leurs enseignants. Une manière pour lui de contribuer à la lutte contre la propagation de la Covid-19.
L'université d'Abomey-Calavi accueille depuis ce matin un colloque international politique publique et construction de l'État national en Afrique de l'Ouest francophone. C'est le thème de cette rencontre. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Claude James et Igor Ayoso. Tout premier rendez-vous scientifique de l'année. Chercheurs du Bénin et de plusieurs autres pays ont choisi d'analyser les interactions entre les politiques publiques et la construction de l'État national. Leur champ d'intervention, l'Afrique de l'Ouest francophone. En choisissant d'axer notre colloque sur les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, nous avons fait l'option d'une approche comparative de proximité. De façon précise, l'enjeu pour ma part revient à s'intéresser au processus de construction de l'État national dans l'espace francophone ouest-africain en revisitant et surtout en questionnant la fabrique des politiques publiques depuis l'élaboration jusqu'à l'évaluation en passant par l'exécution. Plus d'une cinquantaine de communications structurées en 3 axes sont au menu de ce colloque international soutenu par plusieurs partenaires. Je suis heureux que les organisateurs ont choisi la Fondation Friedrich Ebert être un partenaire à cette initiative. Je crois que ça honore aussi le travail de la Fondation au Bénin. En fait, pourquoi est-ce que la Fondation Friedrich Ebert soutient une telle initiative? Nous, en tant que fondation, nous sommes présents en Afrique de l'Ouest presque après les années de l'indépendance de beaucoup d'États et particulièrement au Bénin depuis l'année 93, donc presque 30 années ici au Bénin. Et nous allons avoir l'occasion de vivre la transition de beaucoup d'États indépendants de l'Afrique de l'Ouest vers une démocratie, vers un système démocratique. Devant des préoccupations aussi capitales que celle-là, toute université sérieuse se doit plus que jamais d'apporter son entier et inconditionnel soutien à une initiative aussi importante que celle-ci. Je reste persuadé que le cerveau collectif que forment toutes les compétences mobilisées ici enrichira le thème du colloque. Durant 3 jours, les participants pourront mieux cerner le contour des thématiques comme élections, projets de société et politiques publiques, actions publiques, biens publics et services publics, migration, brassage intercommunautaire et construction de l'État. Nous vous amenons à présent sur le boulevard de la Marina, une infrastructure qui séduit et impressionne de par son envergure. Un joyau à l'actif du gouvernement qui fait la fierté des usagers. Lénaï Kagbazao, Wenceslas Arroyement. Nous sommes ici sur le tronçon Carrefour-Erevan, loterie nationale du Bénin, baptisé boulevard de la Marina, puisque passant derrière la présidence de la République. La poussiéreuse et étroite voie cède désormais place à une infrastructure routière moderne et de qualité. D'une longueur de 5,2 km, le boulevard de la Marina dessert plusieurs administrations, hôtels et représentations diplomatiques. Son aménagement vient mettre fin aux difficultés de circulation. Avant, la route était pratiquement impraticable, avec des trous par-ci par-là et puis les gros porteurs qui garaient anarchiquement. Et puis c'était très difficile pour nous autres, les motocyclistes, de rouler facilement. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau départ, nous avions vu une très belle route qui a été construite dans les 2 sens de part et d'autre. Et puis tout le monde circule normalement avec des dépassements normaux. Je vous assure, je suis tellement stupéfait parce que j'ai résidé à l'étranger et je viens de rentrer dans la semaine. Et franchement, je suis vraiment surpris de toutes ces belles réalisations. Et vraiment, les mots me manquent vraiment pour m'exprimer. Franchement, je ne reconnais même pas mon pays, franchement dit. C'est vraiment, vraiment très bien. Les nouvelles constructions, la route, et puis bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, franchement dit. Franchement, on peut maintenant circuler librement, facilement et sans difficulté, au fait, c'est ça. Beaucoup de choses ont changé. La voie elle est vraiment dégagée, c'est très joli. Le passage est carrément sans souci. Ah ouais, il n'y a plus de go-slow et puis nos voitures seront bien en forme parce que c'est le goudron.
Ah ouais. Infiniment merci au chef de l'État. Nous avons, les citoyens, beaucoup apprécié cette œuvre-là. Ce chantier, comme bien d'autres, est la preuve éloquente que l'amélioration du cadre de vie constitue une priorité pour le gouvernement de la rupture. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Colas et donnent un véritable air de modernité à toute la zone. Ça c'est impeccable, vous le voyez. Il n'y a pas 1000 mots pour exprimer ce qu'on voit. Hein. C'est beau, c'est simplement beau. Il n'y a rien à dire, c'est du chef-d'œuvre. On n'en a jamais vu. Un boulevard comme tel au Bénin, non, en tout cas c'est la première fois que moi je vois de telles réalisations. La circulation est libre. Je crois que si on peut continuer sur cette lancée, ça ira mieux. C'est Dieu qui va le remercier. Peut-être que c'est un envoyé de Dieu, ça il faut avoir le courage de le dire. C'est une voie qui est élargie et depuis fort longtemps, on n'a pas trouvé aucun président qui a fait comme lui. Et les camions ont trouvé leur place, les petits véhicules aussi, les piétons aussi. C'est pour cela que je remercie beaucoup à ce président Talon. Vraiment, la voie est vraiment large et bien faite. Si vous-même vous voyez la qualité du goudron, vraiment, c'est une voie qui va tellement durer. Et la voie est très très bien faite, très large. Et je suis très très content en tant que portier et en tant que citoyen de ce pays. Je suis très content de l'état de cette voie. Et je remercie beaucoup le chef de l'État pour ses actions de développement dans ce pays, pour les nombreuses voies qu'il est en train de faire un peu partout dans le pays. L'état de cette voie, dans un passé récent, était délabré. C'est que on ne peut pas l'apprécier. C'est que c'est une voie alors qui est totalement impraticable. Mais voilà l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, alors c'est cette voie. Cette voie est maintenant appréciée par tout le monde. C'est le bonheur de tout le peuple béninois, le bonheur de tous les pratiquants de cette voie. Alors, il faut tout simplement remercier alors le chef de l'État pour son initiative. Oui, je remercie vraiment le président pour tout ce qu'il fait. Déjà en moins de 5 ans, vous voyez tout ce qu'il a réalisé. Un président, même à l'étranger, on le reconnaît. Vous voyez, il est vraiment apprécié par beaucoup de gens. Vous voyez, par sa manière de s'exprimer, par son savoir-faire et son dynamisme et sa carrure, sa potentialité, c'est vraiment important en fait. Donc je le remercie et je lui souhaite vraiment une longue vie. En bordure du boulevard de la Marina sont aussi en gestation les jardins Saint-Mathieu et la place de l'Amazone. Des joyaux qui, une fois livrés, vont faire de ce boulevard l'un des plus célèbres de la sous-région, voire de l'Afrique. La transition au Mali est sur le bon chemin, estime la mission de la CEDEAO en visite dans le pays. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour retrouver Diarry Sow, la jeune Sénégalaise disparue en France. Ce sont là quelques informations à retrouver dans le monde. En bref, de ce soir, une compilation de Herman Rodrigue à Mégan. En mission de haut niveau au Mali, la CEDEAO estime qu'il n'y a pas de raison de douter que les autorités de transition tiennent le délai de 18 mois pour restituer le pouvoir aux civils. Elle appelle au respect de la période de transition, soulignant que le processus devra déboucher sur des élections crédibles et transparentes. Dans le communiqué publié à l'issue de la visite, la CEDEAO note tout de même l'insuffisance des consultations menées par les militaires pour mettre en place les organes de transition. Huit jours après la disparition le 4 janvier d'une étudiante sénégalaise à Paris, Diarry Sow, le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, revient sur l'incident. Rien ne laissait présager une inquiétude de sa part ou bien un état d'esprit particulier. Elle a travaillé correctement pendant les vacances de Noël sur les devoirs et c'est les exercices que ses professeurs lui avaient donnés. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a indiqué. Et elle était confiante aussi pour
aborder ce qui restait de l'année scolaire et puis ses concours. Voilà. Les premiers moments d'effondrement sont passés. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment nous mobiliser et pour la retrouver et être aussi aux côtés de sa famille. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que nous avons, c'est dans un état d'esprit d'essayer de nous donner toutes les chances pour la retrouver le plus rapidement possible et la retrouver saine et sauve. C'est ça qui nous intéresse. À l'heure actuelle, toutes les pistes restent envisagées, y compris celle d'une fugue de cette jeune femme connue au Sénégal comme l'incarnation de l'excellence et de la réussite scolaire. Une enquête a été ouverte en France pour disparition inquiétante depuis que Diarisso, 20 ans, n'a pas repris les cours après les vacances de Noël au prestigieux lycée parisien Louis le Grand où elle étudie en classe préparatoire. En Ouganda, le président Yoweri Museveni réagit aux critiques internationales concernant la répression du gouvernement contre l'opposition et la fermeture du compte Facebook du parti au pouvoir 2 jours avant les élections présidentielles et parlementaires. Dans un discours télévisé mardi soir, le président Museveni a confirmé la mesure, expliquant qu'elle avait été prise en représailles de la fermeture lundi par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux ou des soutiens du président. C'est malheureux, mais c'est inévitable. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vienne jouer avec notre pays pour décider de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Celui-là, nous allons l'arrêter. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aux États-Unis, la Cour suprême a donné dans la nuit de mardi à mercredi son feu vert à la première exécution fédérale d'une femme en près de 70 ans. Il s'agit de Lindsay Montgomery, détenue dans un pénitencier fédéral dans l'Indiana. Elle devrait donc recevoir dans la nuit une injection létale. En 2004, Lisa avait tué une femme enceinte de 8 mois afin de lui voler son fœtus. Sans nier la gravité de son crime, ses avocats avaient souligné qu'elle souffrait de troubles mentaux sévères, conséquences de violences et viols en réunion subis dans son enfance. Fervent partisan de la peine capitale comme ses détracteurs les plus conservateurs, Donald Trump a par ailleurs ignoré une demande de clémence adressée par les soutiens de Lindsay Montgomery. Ce sera l'un des derniers actes de la présidence de Donald Trump. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.